Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'aimerais d'abord remercier le professeur René Audet de m'accueillir ici et de m'avoir invité à partager avec vous ma passion pour les humanités numériques. J'espère pouvoir vous apporter quelques pistes de réflexion afin d'aiguiser vos réflexes critiques et vos stratégies d'appropriation par rapport à l'informatique et les contenus numériques. Vous verrez au cours de cette présentation plusieurs sites et références que je vais ajouter en bibliographie au cours de la fin de semaine. Je n'ai pas fini de les ajouter. Et la présentation que je vais faire, elle va être disponible en ligne. Je pourrai même l'ajouter au mot-clic à la fin de la journée. Je vous avais proposé des lectures préalables dont certaines sont très critiques des humanités numériques. Normalement, dans mes présentations, je mets l'accent sur le quoi et le comment. Mais récemment, je m'inquiète du retard pris par le Québec dans le domaine des humanités numériques, notamment en histoire. Et je me suis dit qu'il était temps de jeter un regard plus critique et d'essayer de comprendre pourquoi il y a des oppositions, quelles sont les critiques par rapport aux humanités numériques. Et donc, les gens qui s'y intéressent, qui veulent s'y investir, doivent être conscients de ces critiques-là. Parce qu'on ne peut pas supposer que nous sommes dans une ère post-critique, comme un des textes le soulignait. Il faut vraiment être très conscient de ce que les humanités numériques apportent, mais aussi de leurs limites. Donc, au cours de cette présentation, je viens de sauter le plan. Je vais d'abord parler un peu de mon parcours en termes d'humanité numérique, différents projets auxquels j'ai participé. Ensuite, j'ai traité de 3 enjeux, comprendre, évaluer, s'approprier. J'ai jeté un regard historique sur le rôle de l'informatique dans les sciences humaines, traiter de l'archive dématérialisée elle-même, quelques enjeux pratiques et théoriques, quelques projets sur lesquels j'ai travaillé directement, et la question, les humanités numériques et le français, quel est le rapport qu'il y a entre les deux? Est-ce qu'il y a des obstacles à cet égard-là aussi? Et ensuite, quelques mots de conclusion. Donc, tout d'abord, moi, j'ai été formé en histoire, comme on l'a dit. J'avais suivi au milieu des années 80, en 1986, un cours sur les méthodes quantitatives avec Robert Johnson à l'Université de Toronto. Et j'avais à l'époque utilisé DBase 2 pour créer une base de données des actes de naissance et de sépulture des enfants morts en bas âge. Mon but était de calculer la mortalité infantile en Nouvelle-France selon le mois de naissance et de décès. Par contre, mon expérience la plus marquante a été par la suite, après ma maîtrise, lorsque j'ai été associé à l'exposition Montréal, ville fortifiée au 18e siècle, qui avait été présentée au Centre canadien d'architecture en 1992. Et c'est au sein de cette équipe-là que j'ai eu à travailler sur un projet qui était, somme toute, pour nous au moins, semblait évident, assez simple. Créer un modèle 3D, au début des années 90, créer un modèle 3D de la ville de Montréal qui pouvait représenter des informations concernant la propriété, le bâti et la population à tout moment entre 1642 et 1805. Disons qu'en 1992, un tel projet était un peu complexe à monter. Et sous la direction d'Alan Stewart et en collaboration avec le Center for Landscape Research de l'Université de Toronto, nous avons dû développer nous-mêmes les compétences nécessaires pour surmonter les différents obstacles qui se dressaient devant nous et reconnaître les limites de la technologie, mais les utiliser quand même pour traiter les informations que nous devions représenter. Donc, structurer les données, cartographier le territoire, modéliser les bâtiments, définir les caractéristiques des propriétaires et des locataires, relier le tout ensemble. Et ça, c'est justement, j'ai retrouvé ça récemment, j'avais oublié qu'on avait ça. C'est une capture d'écran de 1996 d'une interface où on avait ici une ligne du temps qui nous permettait de représenter la propriété et le bâti. Ça, c'est entre 1642 et 1705 pour cette version-là. Et on avait aussi une chronologie des événements qui étaient liés à la date choisie. Et aussi, on pouvait cliquer sur un bâtiment, avoir l'information à propos du propriétaire et des locataires, du lot. Et on peut aussi faire des recherches à l'inverse et donc choisir, on pouvait demander où sont les bâtiments occupés par des cordonniers, par exemple, ou tout autre type de questions comme ça. Donc, on était un peu à l'avance sur notre temps. Évidemment, on avait des défis comme gérer les sources. Même si on a un logiciel qui nous permet de cartographier l'espace au millimètre près, on doit quand même composer avec des sources qui nous indiquent qu'un terrain mesure 20 pieds de front, plus ou moins, qu'une borne est située à un bon pied du perron de la porte du voisin. Et donc, rapidement, on était confronté à cette question, comment représenter la complexité, l'imprécision, l'imprévisibilité de l'activité humaine.
Donc, qu'est-ce qu'un bon pied? On peut vraiment se poser des questions à savoir comment le représenter dans un système qui a quand même un niveau de précision. Et niveau de précision ne veut pas toujours dire exactitude. La transposition numérique nous oblige à faire des choix. Et si on est transparent, on doit aussi les expliquer. Et cette transparence doit aussi permettre de reproduire le travail à un moment donné. Donc, par la suite, évidemment, j'ai travaillé à différents projets. Ici, on a une liste, là, Sherbrooke Histoire et Patrimoine, Inventaire architectural de la Ville de Montréal, Lieu de culte du Québec. J'ai mis la première version en ligne en 2003. Les inventaires patrimoniaux du Vieux-Montréal. Et bon, toute une série, là, j'ai mis les principaux, parce qu'il y en a quand même quelques autres auxquels j'ai participé de manière parfois indirecte. Le très long titre que j'avais proposé pour cette conférence pourrait se résumer aussi en 3 actions. Comprendre, évaluer et s'approprier. Et donc, je vais passer un peu de temps sur ces 3 actions-là avant de traiter plus spécifiquement des archives dématérialisées. Tout d'abord, comprendre. Je reviendrai plus loin sur le débat concernant la nécessité ou non de programmer. En fait, le but, c'est d'éviter le syndrome de la boîte noire. On a ici une image de résonance magnétique, Functional MRI, dans laquelle un chercheur avait décidé de calibrer sa machine avant de procéder à des tests avec des humains. Il avait décidé, il revenait du marché, il avait acheté un saumon et il a mis le saumon dans la machine. Et il a posé les mêmes questions qu'il aurait posées à des humains au saumon. Et lorsqu'il a analysé les données, le logiciel indiquait des zones d'activité dans le cerveau de son fameux saumon, lequel, je le rappelle, était mort. Dans bien des cas, on ne se pose pas de questions à propos des boîtes noires qu'on nous fournit. Et c'est vraiment le message que je veux vous rappeler avec cette petite histoire. C'est de prendre des précautions, de tester les logiciels. Est-ce qu'ils répondent vraiment à nos besoins? Est-ce qu'ils ont été calibrés correctement? Et dans ce cas-ci, on a de faux positifs qui apparaissent avec un tel système. Et évidemment, depuis ce moment-là, on a travaillé sur ces logiciels-là pour les amener un autre niveau de précision et éviter de tels faux positifs. Il faut aussi permettre aux humanistes de jouer avec la technologie. Dans bien des cas, évidemment, les systèmes de financement auxquels on a accès sont conçus pour traiter des problématiques auxquelles on doit répondre, des grandes questions de recherche, et le temps de jouer n'est pas vraiment disponible dans ces subventions de recherche-là. J'avais à soumettre une subvention pour dire que je vais jouer pendant 2 ans avec une série de logiciels. Et assez difficile de convaincre un jury de nous fournir cette subvention-là. Mais on en a besoin parce que beaucoup de logiciels ne sont pas adaptés à nos besoins. Et donc, il faudrait revoir aussi certains modes d'attribution pour nous permettre de jouer avec la technologie. Évaluer, dans ce cas-ci, est-ce que les résultats reflètent toujours les données initiales? Et est-ce que l'intégrité des données est maintenue? Et l'exemple que je vais utiliser, c'est le fameux Google Ngrams Viewer de Google. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Google offre à partir de ces millions de livres qui ont été numérisés et qui ont été traités par reconnaissance optique de caractère, la possibilité d'interroger ces données-là pour comparer la fréquence de mots. Et donc, le cas on utilise souvent Albert Einstein, d'autres personnes. J'ai décidé dans ce cas-ci de comparer Maurice Richard et Gordie Howe dans les publications en anglais et en français. Et on voit qu'en anglais, c'est Gordie Howe qui domine à partir des années 60. Gordie Howe domine de manière assez marquante. Mais les deux sont un peu en déclin, alors qu'en français, c'est Maurice Richard qui a toujours été le plus populaire et qui demeure le plus populaire, et même qui est en augmentation. Donc, à moins qu'il y ait un autre Maurice Richard que le joueur de hockey qui fausse nos résultats et qu'il faudrait justement tester, ou il y a des références à l'aréna Maurice Richard. Si on avait renommé le pont Champlain Maurice Richard, il y aurait aussi eu d'autres effets. Mais dans ce cas-ci, on est pas mal certain que c'est notre bon vieux Maurice Richard qui cause, et c'est l'intérêt pour ce personnage-là, qui est à l'origine de ce grand nombre de mentions dans les publications en français. Maintenant, regardons un autre cas. Je vais comparer 2 mots en anglais qui se terminent par UCK. Un qui commence avec la lettre S, l'autre commence avec la lettre F. Et ce qu'on constate à partir des publications depuis 1600, on voit que tout d'un coup, à partir du milieu du 17e siècle et jusqu'à la fin du 18e siècle, le mot fuck a une présence incroyable dans les publications en anglais, disparaît au début du 19e siècle
pour réapparaître fin des années 50, début des années 60. Est-ce que ce graphique-là représente tout d'un coup une chape de plomb imposée sur la culture anglo-saxonne, de répression sexuelle ou autre? Non. C'est tout simplement que le S long a été mal interprété par les logiciels de reconnaissance optique de caractère et que le mot SOC, commençant avec un S long, a été interprété comme le mot FOC. Et donc, à ce moment-là, il faut tout simplement être conscient des différents processus qui ont lieu pour la numérisation, le traitement des données, pour être certain qu'on peut quand même utiliser les données selon nos besoins. Donc, il faut tout simplement être prudent. Ngrams est un outil merveilleux, mais c'est tout simplement un des cas où on voit les limites de ce type d'exercice-là. Évidemment, s'approprier, il faut prendre le temps de comprendre, d'évaluer la technologie. Et trop de gens en sciences humaines se contentent d'être des consommateurs de logiciels ou des consommateurs de contenu. Et souvent, on se limite aux fonctions les plus évidentes des logiciels, comment mettre du gras dans un traitement de texte, comment envoyer un selfie sur une plateforme sociale. Donc, à peu près ce qu'un politicien moyen peut faire, finalement. Donc, si on veut être plus ambitieux, il faut vraiment s'approprier les outils, voir qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ces fonctions de base-là. Si on jette maintenant un petit regard historique, j'ai sauté un peu de contenu parce que je vois que le temps file très rapidement. L'ouvrage d'André Mondou, je pense, est vraiment essentiel pour comprendre l'histoire sociale des technologies numériques, comme il l'indique dans le titre de son livre. L'intérêt de l'ouvrage d'André Mondou, qui est professeur à l'UQAM, est d'aller au-delà de la séquence d'avancées technologiques qu'on nous présente normalement quand on fait l'histoire de l'informatique, quand on fait l'histoire des technologies numériques. Mondou met l'accent sur le contexte politique, militaire, économique et social qui influence et qui est influencé par ce nouveau phénomène. Évidemment, les 0 et les 1 qui sont à la base de l'informatique actuelle, je ne parlerai pas de l'informatique quantique, là, on va rester avec l'informatique binaire pour le moment. Les 0 et les 1 sont neutres, ils n'ont pas d'idéologie, mais à l'origine des systèmes qu'on a actuellement, il y a la balistique, la cryptographie. Donc, c'est issu des travaux qui ont eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on a des systèmes qui étaient conçus en fonction d'ensembles fermés. Donc, une série d'options qui est limitée par le concepteur. Et donc, dans ce cas-là, ce sont les concepteurs qui décident est-ce qu'on peut seulement cliquer sur « like ». Maintenant, ce n'est plus le cas, mais à une certaine époque, sur une certaine plateforme sociale, on pouvait seulement cliquer sur « like ». Il n'y avait pas d'autre moyen de s'exprimer par rapport à une information qui était présentée sur la plateforme. Évidemment, même si certains bons de l'informatique ont frayé dans des milieux progressistes pendant les années 60 et 70, la Silicon Valley est très libertarienne, très positiviste. Et pour la Silicon Valley, la technologie est neutre et libère des contraintes du passé. Tout peut être réglé avec un meilleur algorithme, que ce soit pour écouter de la musique, trouver un endroit où dormir ou trouver un conducteur pour nous amener quelque part. Évidemment, Napster, Airbnb, Uber ont perturbé des industries, parfois qui ont un faible capital de sympathie, et ce qui facilite un peu l'effet de disruption, comme on le dit en anglais. Mais les effets ne sont pas neutres, et il faut être conscient aussi que même si les 0 et les 1 eux-mêmes peuvent être neutres, les programmeurs peuvent avoir des algorithmes qui ont un biais, même s'il est inconscient. Il faut se rappeler que même aujourd'hui, ça change très lentement. La plupart des programmeurs sont de jeunes hommes blancs et le code reflète, même inconsciemment, leur bagage culturel. Donc, l'idéologie sous-jacente de l'informatique, très positiviste, très scientiste, très portée sur le progrès, a des effets sur sa réception dans les sciences humaines où on se préoccupe de diversité, d'équité et d'objectivité. Évidemment, quand on regarde le récit canonique que vous avez vu avec Aurélien Béra, on parle des origines des humanités numériques avec l'initiative de Roberto Busa qui collabore avec IBM pour établir une concordance des œuvres de Thomas d'Aquin. Et on commence en 1949. Donc, on cherche toujours des origines les plus lointaines possibles. Dans ce cas-ci, on ne peut pas remonter au-delà de 1949. Évidemment, le récit traditionnel est aussi empreint de positivisme, comme il est souvent. La technologie vient au secours des sciences humaines, un processus inéluctable d'avancées scientifiques qui surmonte les obstacles. Alors, tout à l'heure, on discutait brièvement les échecs des humanités numériques. Parfois, il faudrait aussi en parler. Il y a eu des flops majeurs.
Mais ça, ce serait pour une autre conférence. Certains tenants des humanités numériques voient dans ce récit-là une force perturbatrice qui permet de moderniser, sauver les sciences molles, comme on le dit parfois, alors que les détracteurs voient plutôt la marque d'une initiative qui est insensible aux réalités des sciences humaines. Du côté de l'histoire, qui a une relation avec l'informatique un peu différente de celle des études littéraires ou de la linguistique, on retrouve, dès la fin des années 50, en France, François Furet et Adéline Domard, qui vont utiliser la mécanographie. Donc, ils n'avaient même pas accès à un ordinateur, mais un mécanographe, donc une machine à compter, qui était aussi probablement produite par IBM, qui était utilisée dans les banques pour faire des calculs, pour traiter un vaste corpus d'archives notariales. Et donc, avec l'École des Annales en France, il y a eu un intérêt pour le traitement de grands corpus, notamment des archives notariales, et il y avait un intérêt pour l'intégration de la mécanographie d'abord et de l'informatique ensuite. La revue Historical Methods Newsletter, qui est devenue aujourd'hui Historical Methods, Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, est fondée en 1967, un an après Computers and the Humanities. Donc, on est quand même très près dans le temps. Et quand on lit les premiers numéros de Humanities Methods Newsletter, on voit l'enthousiasme débordant lorsqu'un nouvel appareil IBM, un ordinateur central, entre dans l'université et qu'on va permettre aux gens des sciences humaines d'avoir accès à ces ordinateurs-là. Donc, il y a vraiment la fébrilité est dans l'air. Et c'est d'ailleurs en 1969, suite à un voyage aux États-Unis, qu'Emmanuel Leroy-Ladurie va prononcer son célèbre « L'historien de demain sera programmeur ou il ne sera plus ». Je vais revenir sur cette phrase-là plus tard. À l'époque, les ordinateurs étaient encore des machines à calculer. Et l'essoufflement de l'histoire quantitative va transformer la relation des historiens avec l'informatique. Au cours des années 1980 et 90, la micro-informatique, ce qu'on appelait alors la micro-informatique, qui était quand même des ordinateurs de table, ce n'était pas des petits téléphones comme aujourd'hui qui sont bien plus puissants que ce qu'on avait à l'époque. La micro-informatique permet une personnalisation de la relation du chercheur avec la machine. Donc, on peut créer sa propre base de données, parfois pour créer des calculs, parfois pour simplement mieux classer ou repérer l'information. Évidemment, c'est avec l'intégration du protocole TCP/IP dans Windows 95, suite à l'ouverture de l'Internet à des fins commerciales, que le public de plus en plus large aura accès à Internet. La création d'archives et de bibliothèques virtuelles donne alors accès à des corpus d'informations qui nécessitaient auparavant de longs séjours, parfois coûteux, parfois agréables, mais qu'aujourd'hui qui ne sont plus aussi nécessaires. Évidemment, ce parcours-là n'est pas linéaire. La modélisation 3D à laquelle je m'intéresse depuis le début des années 90 est l'exemple d'une technologie qui n'arrive pas à prendre sa place complètement au sein des sciences humaines. Évidemment, si on regarde les débats autour des humanités numériques, on l'a vu dans le devoir autour des fameux tableaux blancs, des tablettes, l'enseignement de la programmation dans les écoles. Les débats sont quand même d'actualité autour des humanités numériques, même quand on parle du niveau primaire et secondaire. Depuis le printemps dernier, il y a des échanges intéressants dans le Los Angeles Review of Books qui publie une série d'articles mettant en valeur les recherches en humanités numériques. Cependant, des opposants aux humanités numériques ont eux-mêmes contribué à un article à la série où ils qualifiaient les tenants des humanités numériques de « tools of neoliberalism », ce qui en anglais a deux sens. D'une part, des outils au service du néolibéralisme, mais aussi des idiots au service du néolibéralisme. On voit du côté de certaines... une opposition gauche-droite, où la gauche serait les tenants des sciences humaines plus traditionnelles, alors que la droite serait plutôt portée vers les technologies et le numérique. Mais en histoire, du moins, ce n'est pas le cas. Si on regarde des gens comme Sharon Leon, Jessica Johnson, travaillent sur justement des groupes marginalisés, s'intéressent aux questions de classe, de genre, de race, aux États-Unis notamment. Et donc, en histoire, le numérique n'est pas l'apanage d'une idéologie, mais vraiment utilisé pour donner une voix à des gens qui autrement, qui disparaissent un peu dans les archives. Et donc, parfois, le discours général concernant les humanités numériques ne s'applique pas toujours du côté historique. Évidemment, en histoire, j'en ai parlé, il y a eu des liens depuis longtemps entre l'histoire et
entre l'informatique et l'histoire quantitative. Et pour plusieurs en histoire qui font qui sont étudiants d'histoire politique, d'histoire culturelle, d'histoire diplomatique, il peut y avoir un dédain pour la quantification et ses aspects techniques. Certains iraient même jusqu'à dire que, bon, seul est quantifiable, ce qui est de peu de sens ou d'importance. Donc là, on sent le mépris qui dégouline un peu. Alors que c'est vraiment la quantification qui a réussi à mettre fin à quelques mythes historiques. Par exemple, la démographie historique qui a réussi à corriger cette fameuse ordonnance de Jean Talon selon laquelle les garçons devaient se marier à 14 ans, les filles à 12 ans, et que des gens répétaient cette ordonnance-là comme si elle avait vraiment été appliquée, alors qu'en réalité, quand on consulte les actes de mariage, donc les actes d'état civil, on voit que c'est très, très rare, ces mariages-là. Et lorsqu'ils arrivent, c'est très, très tôt dans l'histoire de la colonie. Et si on regarde la crise agricole au Bas-Canada, un débat qui en a fait couler beaucoup d'encre, s'il en est un, on voit au départ que, c'était un débat quantitatif, mais au lieu de nier la quantification comme argument en faveur d'une crise agricole qui aurait commencé vers 1800-1801, c'est plutôt de nouveaux calculs sur d'autres bases qui ont permis de corriger la datation du phénomène d'une crise agricole au Bas-Canada. Et donc, c'est vraiment le dialogue qui peut permettre de résoudre les différences de vue et non pas le mépris ou le dédain. Donc, j'en viens maintenant à la fameuse archive dématérialisée. Je vais parler de textes, d'images, de représentation de l'espace et aussi un peu, étant donné que c'est quelque chose qui m'intéresse, du passage à la troisième dimension. Comment on fait pour mettre toutes ces archives-là ensemble pour représenter en 3D? Donc, pour numériser du texte, excusez-moi, à la base, les documents textuels peuvent être des manuscrits, peuvent aussi être des imprimés, et selon la nature des documents, selon l'usage qu'on veut en faire, la démarche qui va être utilisée va être différente. Évidemment, la numérisation des textes est le volet qui touche le plus directement au grand public. Maintenant, des généalogistes, des étudiants, des professeurs ont accès à des ouvrages anciens, des recensements, des archives judiciaires. Donc, l'accès à ces données-là est grandement augmenté. Et ce n'est pas une question de nier la capacité des universitaires à analyser, à interpréter ces documents-là, mais c'est tout simplement le fait que d'autres personnes que nous peuvent avoir accès à ces documents. Évidemment, le plus simple, c'est de créer une image de chacune des pages des documents, les réassembler pour les consulter. Et dans bien des cas, c'est suffisant pour nos besoins. Les documents, par contre, doivent être bien identifiés avec des métadonnées, identifier l'auteur, le titre, la date de publication, d'autres informations concernant le document physique, le nombre de pages, évidemment, pour qu'on sache un peu est-ce qu'il y a des illustrations ou non. Donc, toutes ces métadonnées qu'on retrouve dans un catalogue de bibliothèque assez standard sont nécessaires pour repérer ces documents-là, qu'ils soient dans un catalogue de bibliothèque ou dans une archive virtuelle. Évidemment, pour les manuscrits anciens, la transcription est nécessaire pour donner accès au texte à des gens qui ont de la difficulté à lire ces manuscrits plus anciens. Et dans ce cas-là, il y a des débats à savoir est-ce que la transcription devrait être faite par des spécialistes, des gens qui lisent vraiment des documents du 17e siècle, comme des pharmaciens lisent des ordonnances de médecins, ou est-ce que le public peut participer à de telles initiatives? Et il y a maintenant des outils qui existent, des outils collaboratifs, où on ne fait pas confiance à une seule personne pour transcrire un document, mais vraiment, il faut que 5 personnes, souvent c'est 4-5, s'entendent sur une transcription, qu'ils le font chacun de leur côté, sans se consulter. Et donc, lorsqu'on a plusieurs personnes qui s'entendent sur la transcription d'un document, eh bien, on considère que cette transcription-là est valide. Et ça permet au public de participer au processus. Et on voit des projets Old Bailey Online, par exemple, transcription de registre de prison, de la prison de Londres, qui ont été faites par outils collaboratifs de ce type-là. Évidemment, on est plus familier avec les imprimés qui sont disponibles en ligne à travers Google Books, à travers Gallica, à travers notre mémoire en ligne pour le Canada. Et donc, j'ai montré plutôt que les ouvrages publiés avant 1800, avec les différences dans la typographie, il faut être prudent quand on utilise la reconnaissance optique de caractères, mais on a quand même la possibilité de valider avec un échantillon pour être certain que ça correspond à nos besoins. Lorsqu'on veut
étudier ce type de texte, parce que les lire, c'est bien, les analyser, c'est mieux. Il y a évidemment des stratégies, ce qu'on appelle le distant reading, donc avec des outils d'analyse de texte. Et un outil a été créé au Canada, Voyant Tools, qui s'appelait au départ Voyant Tools, mais ils ont réalisé que quand on faisait une recherche sur Google, c'était pas les bons mots à utiliser. Donc, ils l'ont renommé Voyant Tools. Créé au Canada par Stéphane Sinclair et Jeffrey Rockwell. L'interface a été traduite en français par Aurélien Béra, dont on a parlé plus tôt. Et on peut y retrouver des fréquences de mots, des nuages de mots, des co-occurrences, comparaison des documents, contextualisation des mots, tendances lexicales sur les parties d'un document. Donc, vraiment des outils qui nous permettent d'étudier et de tracer des tendances générales pour les documents. Évidemment, par la suite, il faut expliquer les tendances qu'on observe, et c'est là où le closed reading demeure une nécessité. Et c'est là où, présentement, il y a une thèse de doctorat en cours par François-Dominique Laramé à l'Université de Montréal sur la perception de l'espace et du lieu dans l'espace francophone, de 1740 à 1815. Et justement, il va associer distant reading, closed reading, pour étudier les récits de voyage, les descriptions des lieux dans les publications françaises, pour voir comment on représente les villes, comment on représente les paysages en France à cette époque-là. Donc, lui, il va vraiment utiliser un assemblage des deux. Au-delà de l'analyse des caractères et des mots, on peut aussi s'intéresser au sens des textes. Et là, les outils sont de plus en plus performants. On va aussi enlever l'ambiguïté dans les équivalents entre les homographes. Et donc, il y a un intérêt pour repérer les noms de lieux. Donc, ça permet de rapidement voir est-ce qu'on parle de telle ou telle ville ou de tel ou tel pays à différents endroits. Canada, c'est assez simple, mais Victoria. Si on retrouve Victoria dans un texte, est-ce qu'on parle d'une reine, de congé férié, ou est-ce qu'on parle d'une ville? Et donc, à ce moment-là, il y a des travaux en cours, Ian Gregory notamment en Grande-Bretagne, qui travaille pour une analyse syntaxique pour voir, normalement, quand on parle d'un lieu, la structure de la phrase va être différente. Et donc, on s'appuie sur une analyse structurelle des phrases pour repérer les noms de lieux et ensuite les comparer avec des listes de toponymes pour ensuite situer les lieux donc, c'est une combinaison de géométrique, finalement, et d'analyse de texte. Dans tout ça, les textes, on a souvent besoin de les convertir en base de données pour les utiliser au-delà des chaînes de caractères, au-delà des chaînes de mots et des mots qui sont dans les textes. Et donc, on peut avoir avec les recensements, notamment le cas le plus simple, où on a une structure qui se prête très bien à la conversion dans un chiffrier électronique ou dans une base de données. Dans d'autres cas, il y a un travail additionnel qui est requis pour interpréter les documents, les classer, voir comment on peut ajouter du sens à l'information qu'on y retrouve, notamment quand on travaille, comme je l'ai fait, avec les archives judiciaires. Évidemment, nous savons en sciences humaines que la donnée brute n'existe pas et qu'elle est construite. Joanna Drucker propose même le terme capta plutôt que data en anglais parce que la donnée est capturée plutôt qu'elle n'est pas c'est pas un given, donc elle n'est pas donnée justement. Et donc, mais c'est quelque chose qui n'a pas encore vraiment pris sa place dans le vocabulaire, évidemment, parce qu'on ne voit pas très souvent le mot capta être utilisé. Les données de recherche posent évidemment un enjeu. On peut s'amuser chacun de notre côté à accumuler des données de recherche. Quand le projet est terminé ou quand on prend notre retraite, qu'est-ce qui arrive avec ces données-là? Et là, on voit des données qui ont été créées, montées, dépouillées pendant les années 1960, 70, 80. Et on se demande qu'est-ce qui va se produire avec ces données-là. Dans certains cas, il y a un nouveau groupe de recherche qui va hériter des données. Donc, les travaux de Jean-Claude Robert, Paul-André Linteau, Jean-Paul Bernard à l'UQAM, le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal, justement, est le dépositaire pour le moment de ces données-là. Mais il faudra voir comment pérenniser toutes ces données-là. Et ça, c'est un enjeu qui n'est pas résolu. Les organismes subventionnaires souhaitent que l'on, en fait, vont nous obliger, c'est dans les chartes qui s'en viennent, obliger à faire un dépôt de données, mais où? Les bibliothèques ne sont pas nécessairement prêtes à accepter les données. On n'a pas tous GeoIndex Plus qui a été créé à l'Université Laval pour accueillir les données géographiques. Et donc, c'est un défi présentement. Le Collaborative for Historical Information and Analysis, CHIA, C-H-I-A, à l'Université de Pittsburgh, s'intéresse justement aux enjeux qu'il faudra résoudre pour que les chercheurs déposent leurs données et que d'autres utilisent ces données-là au lieu de reprendre le travail à zéro, comme c'est trop souvent le cas.
Il faudrait aussi des mécanismes d'évaluation par les pairs. Qu'est-ce qu'un bon jeu de données? Et aussi comment valoriser, parce que déposer un jeu de données, ça devient pratiquement une autre forme de publication. Et si on prend le temps de déposer nos données d'une manière correcte, eh bien, il faudrait que ce soit valorisé pour les embauches, pour les promotions et pour les demandes de subventions. Donc, il y a tout un mécanisme à mettre en place en lien avec le dépôt des données qui n'est pas encore là. L'image. Donc, très souvent, l'image est accessoire en histoire, en études littéraires. Souvent, c'est là pour agrémenter un texte. Il y a les défis de l'authentification qui sont courants. Évidemment, il y avait à l'époque du régime de l'Union soviétique, même avant Photoshop, les gens disparaissaient des photos qui étaient tombées en disgrâce. Il y a des fils Twitter sur lesquels on a des photos historiques mal identifiées, où justement il faut des mythbusters historiques pour essayer de corriger ces mauvaises identifications-là. Les métadonnées sont essentielles pour identifier clairement quelles sont ces données, quelles sont ces images. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour annoter automatiquement les différentes photos. Et ça, Google y travaille depuis un certain temps via Picasa, via ces différentes banques d'images. Et donc, on a ici un exemple. Ici, c'était en 2014. Il y a une nouvelle version qui est sortie pour laquelle je n'ai pas encore d'image, mais où on voit justement, bon, c'est une personne sur une moto, sur un dirt bike, là, sur un chemin de terre, alors que là, c'est assez clair. Alors qu'ici, on dit 2 chiens, mais il y en a 3. Ici, un autobus jaune dans un stationnement, bon, c'est une auto jaune. Donc, il y a encore des problèmes, mais ils travaillent énormément parce que le volume de photos qu'on produit maintenant est inimaginable. On produit une série de photos qui sont mises en ligne et, évidemment, l'intérêt est de pouvoir accéder et de classer toutes ces photos-là. La carte et la photo aérienne sont évidemment des enjeux très intéressants pour les historiens. D'abord, il y a la numérisation matricielle. On fait comme si c'était une image, on numérise la carte et donc on la consulte. Et où on en fait des collections en ligne, Old Maps Online, une très, très grande collection de cartes historiques. On peut aussi la géorectifier, la positionner sur une base cartographique moderne. On peut penser à Google Maps ou à OpenStreetMaps. Mais aussi, on a les systèmes d'information géographique qui permettent d'aller un peu plus loin et de convertir des images matricielles en vecteurs, en géométrie, points, polygones, lignes, auxquels on peut associer des données. Et donc là, on peut ensuite nous-mêmes utiliser la puissance des systèmes d'information géographique pour faire des analyses historiques. Et là, ça commence à devenir assez intéressant. Évidemment, le rendu final, je saute énormément d'étapes entre les deux, du moment où on a la donnée initiale qu'il faut traiter pour qu'elle puisse être utilisée dans un système d'information géographique, mais je vais vous montrer le résultat final, une représentation cartographique claire, bien conçue. L'Atlas de la francophonie américaine, c'est un bijou qui représente... Souvent, quand on voit la présence des différents groupes, des différents empires à l'époque de la Nouvelle-France, on fait des belles lignes. Donc, on a une zone qui est rouge, une zone qui est bleue, une autre zone qui est espagnole. Des zones qui n'ont aucun lien avec la réalité de l'occupation réelle du territoire. Et donc, dans ce cas-ci, c'était Étienne Rivard qui avait conçu cette carte-là, où on a vraiment un objectif de représenter au niveau de la densité, où a-t-on vraiment des Français? Où a-t-on vraiment des Anglais? Et dans ce cas-ci, c'est vraiment ce mélange de savoir technique et d'un côté artistique aussi pour réussir à nous créer un objet qui est à la fois efficace, mais agréable à regarder. On a des logiciels complets, QGIS, ArcGIS, qui existent et qui sont peu conviviaux pour les gens des sciences humaines. Les interfaces sont assez compliquées. Mais on a aussi des applications web simplifiées comme CartoDB, comme Mapbox, qui nous permettent rapidement d'avoir accès à de la cartographie et de mettre nos données en ligne et qui sont très, très faciles à utiliser à cet égard-là. Évidemment, quand on veut représenter des informations en 3D, selon les informations disponibles, on va procéder différemment. Si le bâtiment ou l'objet existe encore, on peut utiliser le laser 3D, la photogrammétrie. Il y a eu un débat pendant plusieurs années des gros tenants du laser 3D, des gros tenants de la photogrammétrie. Maintenant, on utilise les deux en complémentarité. Mais pour les environnements disparus, il faut modéliser à partir d'images ou même parfois de descriptions textuelles.
Donc, on a notre maison qui fait 20 pieds plus ou moins et qui commence à un bon pied du voisin. Et donc, après ça, il faut réussir à modéliser ça en 3D. Et là, l'important, c'est de documenter les processus, documenter les décisions. Comment j'ai interprété mon 20 pieds plus ou moins? Est-ce que j'ai mis à 19, à 20, à 21? Si j'ai une série de maisons qui occupent le front d'une rue et qu'au total, il y a moins de terrain disponible que la devanture déclarée de chacune des maisons, bien, on va prendre celles les plus fiables pour leur donner les bonnes mesures et celle qui reste la moins fiable va avoir le restant du terrain. Et on souhaite qu'un jour, il y ait un apponteur qui soit un peu sobre ce jour-là ou un procès qui va nous permettre de résoudre là, plus clairement. Parce qu'on a quelquefois des apponteurs sous le régime français qui ont la boussole un peu moins alignée. Et on a aussi, évidemment, la Charte de Londres qui donne des indications de bonnes pratiques. Comment procéder pour créer des modélisations scientifiques. Maintenant, parlons un peu d'enjeux. Programmer ou ne pas être, more hack, less yak, la mise en relation des données. Il y a quelques mimes en humanité numérique qui circulent, qui sont parfois assez drôles. À une certaine époque, oui, il était nécessaire de programmer parce que sinon, on était à la merci des administrateurs de systèmes, des analystes, des services, des directions des technologies de l'information. Et c'est de cette manière que j'ai appris à programmer, justement pour résoudre des problèmes qu'on me disait insolubles ou que les gens ne s'y intéressaient pas ou avaient aucun intérêt pour les résoudre. Quelqu'un qui veut apprendre à programmer, évidemment, Programming Historian, qui est une excellente ressource pour apprendre à programmer en Python, à utiliser les systèmes d'information géographique et même à faire du topic modeling si on veut aller jusque-là. La question, évidemment, c'est est-ce qu'il faut savoir programmer pour être impliqué en sciences humaines? Évidemment, il y aura toujours une différence entre, si on veut référer au Che, l'avant-garde révolutionnaire, qui, elle, programme à fond et s'intéresse à tout ce qui bouge pour aller encore plus loin, à transformer les outils, à les adapter. Mais aussi des gens qui ne programment pas. Je pense à John Bonnet, par exemple, qui n'est pas un programmeur, mais qui a conçu une application History Space qui fait développer par des collègues en informatique et qui est une application pour gérer, documenter et diffuser des modélisations 3D. Parce que John, à la base, lui s'intéresse à la modélisation 3D. Donc, il modélise en 3D, mais il ne programme pas beaucoup. Et donc, qu'est-ce que la programmation apporte? C'est peut-être moins programmer ou ne pas programmer, mais savoir décoder. Comprendre comment ça fonctionne. Et c'est là l'intérêt de... Parce que maintenant, avec les interfaces très conviviales, très intuitives dont on dispose, la nécessité de programmer est de moins en moins importante. Mais il faut quand même s'amuser avec les interfaces pour pouvoir les maîtriser. Et évidemment, mieux on comprend la technologie, moins on aura une méfiance vis-à-vis de la technique. Évidemment, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il y a cette idée-là que je sais programmer, d'autres ne le savent pas, et autant les gens de sciences humaines plus traditionnelles ont un mépris envers les gens qui programment, autant les gens qui programment peuvent avoir un mépris envers les gens qui ne savent pas programmer. Et peut-être qu'il faudrait éliminer ce mépris mutuel pour que les gens commencent à travailler ensemble. Évidemment, le more hack, less yak, c'est lié à la fracture entre programmeurs et non-programmeurs. Est-ce que c'est l'apogée d'une approche antithéorique des humanités numériques? En fait, c'est issu, Bethany Novitzky a expliqué un peu l'origine de l'expression. C'est que dans le cadre des hackathons, des unconference, il faut s'attaquer aux problèmes rapidement. Les discussions théoriques ont eu lieu en amont. Et là, on a un moment où il y a plusieurs personnes qui savent programmer, qui sont assises ensemble dans une même salle. Et donc, le but, c'est de tirer profit de la combinaison des cerveaux qui sont présents pour passer à l'action et coder le plus possible. Et c'est pour ça que l'expression est sortie dans ce contexte-là, mais elle a ensuite été utilisée pour dire « oui, mais les gens des humanités numériques ne s'intéressent pas à la théorie parce qu'ils ont cette fameuse expression de more hack, less hack ». Donc, qui pourrait se résumer en français « ferme la picode », si on veut. Mais il faut vraiment qu'il y ait une collaboration entre les gens de part et d'autre pour que les gens fonctionnent. Je vais parler brièvement des données liées. Évidemment, il y a de plus en plus d'informations qui ont été mises en ligne. Tim Berners-Lee, qui a inventé quand même le web, c'est pas n'importe qui, il a proposé pour résoudre le problème, le web sémantique. Et donc, c'est donner un sens aux données. Les relier ensemble avec des structures RDF, Resource Description Framework, basées sur une grammaire. Je ne vais pas entrer dans les détails des données liées,
Philippe Michon, un de mes anciens étudiants, a écrit son mémoire de maîtrise sur le sujet, donc vous pouvez le consulter si vraiment vous vous passionnez pour la chose. Mais c'est un enjeu d'infrastructure. On ne voit pas les données liées. C'est quelque chose pour que les serveurs puissent communiquer entre eux et échanger de l'information. Quand on le voit, on ne sait même pas que ça vient des données liées. Quand on regarde la page Wikipédia de l'Université Laval, on voit une petite boîte à droite où on a justement la devise, le nom original, la fondation, le fondateur, etc., etc., etc. Ça, c'est obtenu par données liées. Donc, c'est vraiment un enjeu d'infrastructure qui va graduellement, c'est le Web 3.0, qui va permettre de relier ensemble les bases de données, mais présentement, on y travaille. Il n'est pas encore tout à fait là. J'aimerais parler de 3 projets auxquels j'ai collaboré pour donner des exemples. Je vais commencer avec mon plus ancien. Là, j'ai oublié qu'ici, je devais faire ceci. Et là, je viens de cliquer sur le mauvais bouton. C'est sur F12 au lieu de F11. Et allons-y rapidement. Ça arrive toujours, ça, quand on est en train de présenter. Donc, c'est un site que j'avais monté en 1996. Il a toujours l'air de ça, d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'était les données qu'on avait accumulées au Centre canadien d'architecture, on voulait les rendre accessibles au public. Et donc, on avait des plans qui présentent l'ancien terrier de la Ville de Montréal, donc le découpage du cadastre à l'époque. On avait aussi, à différents moments, vraiment les différents lots, les principaux propriétaires ici, avant que la trame de rue actuelle du Vieux-Montréal soit créée, qui a été créée d'ailleurs en juillet 1672 par François Delier de Casson et Bénigne Basset. Et on voulait aussi donner accès à des données. Donc, de pouvoir chercher des personnes, de pouvoir chercher à partir de numéros de terriers, analyser la propriété, je regarde la population montréalaise en fonction du nombre de... en fonction de la date, on pourrait prendre n'importe quelle journée finalement, mais on aurait le nombre de propriétaires, le nombre de locataires identifiés, et j'en passe. Donc, vraiment une tentative de prendre des données interprétées, synthétisées à partir d'actes notariés, d'archives judiciaires. On avait aussi le PRDH, donc les registres d'état civil, et j'en passe. Donc, toute cette masse d'informations consolidée, synthétisée en dossier pour chaque propriété et chaque bâtiment. Grand mystère d'histoire canadienne, dans ce cas-ci, une autre approche, plus l'archive virtuelle, le concept d'archive virtuelle, dans un but pédagogique. Ou dans ce cas-ci, on a le mystère de Hall l'Enfant Martyr, si vous vous intéressez à Hall l'Enfant Martyr, c'était Peter Gossage qui avait... Et là, on retrouve tous les documents liés à l'affaire. J'avais relu certains des documents et le rapport du coroner, c'est pas drôle à lire. J'avais travaillé sur l'incendie de Montréal en 1734 avec Denise Beaugrand-Champagne. Et dans ce cas-ci, c'était vraiment de mettre ensemble l'ensemble des archives de manière directe avec des documents de contextualisation, mais après, on avait accès aux archives elles-mêmes, aux documents eux-mêmes, qui sont évidemment transcrits parce que, disons, évidemment, tout le monde n'a pas l'habitude de lire des documents anciens. Et donc, on a ici une approche qui est dans un but pédagogique de rendre accessible un corpus d'archives en les contextualisant et en permettant, il y avait aussi des guides pédagogiques qui viennent avec ça, pour que les gens puissent les utiliser en classe, que ce soit au primaire, au secondaire ou même à l'université. Il y avait une série d'activités qui étaient proposées. Et le dernier, où on retrouve une autre approche. Donc, vous voyez que mes sites web, quand même, se développent avec le temps. Et ça, c'est la prochaine version d'un autre projet avec lequel je collabore avec mon collègue Jean-Pierre Leglenec. Dans ce cas-ci, on parle d'un corpus d'annonces de fuite d'esclaves dans le monde atlantique au 18e et au début du 19e siècle. Et dans ce cas-là, c'est de rendre accessible une archive qui est parfois difficile, à laquelle il est difficile d'accéder, surtout pour le premier corpus qu'on avait mis en ligne, qui était les annonces de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Et c'était de donner aussi une voix, de lire ces documents-là autrement.
Souvent, les annonces, en fait, les annonces de fuite, ce sont des documents qui sont teintés du racisme de l'époque, qui réduisent l'esclavage à une banalité quotidienne, où on annonce un esclave en fuite comme on annonce un cheval qu'on a perdu. Et on est confronté. On est confronté directement à cette réalité-là, de la banalité du mal, si on veut reprendre l'expression. Et dans ce cas-ci, c'est de trouver différents moyens de rendre ces données-là accessibles, à la fois sous leur forme transcrite, mais aussi que l'image originale soit accessible. Donc, dans bien des cas, plusieurs projets, on a soit seulement l'image ou soit seulement le texte transcrit, alors que dans notre cas, je vois le... OK, et voilà. Bon, j'ai un petit bug qu'il faudra que je règle un jour. C'est que le pop-up ne se met pas au bon endroit. Donc, on a ici l'image de l'annonce, qu'on peut évidemment fermer comme ceci. Mais on a aussi les deux. Et des gens ont fait des analyses de texte avec ces documents-là aussi. Donc, si on regarde... non, c'est pas le bon. Si on continue avec la question du français, et là, je vois que mes 45 minutes sont déjà écoulées. Donc, l'anglais est la langue dominante dans le domaine, mais il y a une association francophone des humanités numériques, Humanistica, qui accueillera d'ailleurs le Congrès international des Digital Humanities en août prochain. Et au Canada, il y a la Société canadienne des humanités numériques qui publie une revue bilingue. Du côté des études littéraires et de la linguistique, avec NT2, avec d'autres projets à Concordia, à l'UQAM, à McGill, à Laval. Donc, le projet Hyperroi, par exemple, qui est basé à l'UQAM, où on analyse toutes les archives de Gabriel Roy. On a vraiment une intensité d'activité intellectuelle qui est assez marquante. Du côté histoire, je dois l'admettre, ça reste encore un peu faible. On a des gens, José Gartua, qui était un pionnier dans le domaine, est à la retraite. Christian Dessureau va prendre sa retraite l'année prochaine. Alors, je n'ai pas mis mon nom parce que je suis ici. Je vous en parle depuis 47 minutes. Il y a quelques personnes, il y a quelques équipes, mais même dans les personnes qui sont impliquées, peu d'entre eux se définissent comme pratiquant les humanités numériques. Et aussi, les étudiants ne sont pas exposés, sauf à Sherbrooke, sont rarement exposés à ce milieu-là. Et évidemment, quand on parle de renouveler un corps professoral, les comités d'embauche restent un peu sceptiques par rapport à quelqu'un qui arrive avec un dossier en humanité numérique. Parce que les gens qui sont sur les comités d'embauche ne sont pas outillés pour évaluer un dossier en humanité numérique par rapport à un dossier plus classique, plus traditionnel. Donc, j'en arrive à ma conclusion. J'ai souligné 3 actions importantes au début: comprendre, évaluer, s'approprier, mais aussi 3 valeurs que j'ai mentionnées au fil du temps. J'espère que je n'en ai pas oublié avec tout ce que j'ai coupé. Rigueur, transparence, reproductibilité. La méfiance de plusieurs envers les humanités numériques nous impose un fardeau scientifique additionnel. Ici, ce n'est pas de sous-entendre que les chercheurs en sciences humaines, sans le numérique, n'adhèrent pas à ces valeurs-là. C'est tout simplement que la transposition de documents analogiques en fichiers numériques, leur traitement à des fins de recherche et la diffusion introduit une série d'étapes avec lesquelles les gens ne sont pas encore familiers. Donc, si on peut, au début d'un article en histoire, aller assez rapidement sur la méthodologie parce que tout le monde la comprend, tout le monde la connaît, et on peut évoquer ça assez rapidement, en humanité numérique, il faut garder quand même plus de détails parce qu'il faut que les gens comprennent comment on a procédé. Et c'est de cette manière-là aussi que les gens vont moins voir les humanités numériques comme une boîte noire ou comme des solutions magiques. Les deux ont leurs défauts, les deux sont à éviter. La technologie n'apporte pas toutes les solutions. La technologie ne sauvera pas les sciences humaines. Ce sont les humanistes, qui soient adeptes ou non des technologies, qui pourront les sauver s'il y a sauvetage à faire. Mais il y a quand même un potentiel perturbateur de l'informatique qui pourrait bouleverser notre milieu. Le but, évidemment, ce n'est pas d'ubériser les sciences humaines. Ce n'est pas du tout ce que je propose. Mais il faut intégrer ces outils-là pour mieux faire ce qu'on fait déjà, pour explorer de nouvelles avenues de recherche et de diffusion. Et pour ce faire, il faudra évidemment comprendre, évaluer et s'approprier. Et puis voici évidemment un petit mime, encore une fois, de qu'est-ce que mes amis pensent que je fais en Digital Humanities, qu'est-ce que ma mère pense que je fais, qu'est-ce que je pense que je fais, qu'est-ce que la société pense que je suis en train de faire, justement les comités de promotion, les comités d'embauche, et bon, évidemment, on veut tout simplement coder pour le maximum d'argent. Merci beaucoup.
des gens dans la salle qui ont des questions, des commentaires, des points d'interrogation? Tantôt, vous aviez parlé que dans les humanités numériques, on souhaite en quelque sorte démocratiser dans le fond l'activité scientifique en mettant l'accent sur la participation et la collaboration, par exemple avec l'open access. Quel impact cela a sur la notion d'auteur ou de propriété intellectuelle? Ça, c'était donc la question concernant, quand on parle de diffusion plus large, on entre évidemment dans l'open access, qui est très mis de l'avant par les humanités numériques, et évidemment, le CORA a son impact sur le droit d'auteur. Ça, c'est un domaine où, justement, le potentiel d'ubérisation est grand parce que les entreprises qui contrôlent l'édition des grandes revues scientifiques ne sont pas très populaires. Les Elsevier de ce monde, ce ne sont pas des gens qui ont une très, très grande sympathie de la part des chercheurs, de la part des bibliothécaires. Ce sont des gens qui ont une très, très mauvaise... En fait, là, ce sont des entreprises plus rentables qu'Apple, que Google. Leur taux de profit est incroyable. Et donc, ce sont des entreprises qui se mettent en danger par rapport à tout ce qui concerne le potentiel disrupteur ou perturbateur des humanités numériques. Par contre, une revue comme la Revue d'histoire de l'Amérique française, qui est la revue principale en histoire au Québec et dans le Canada français et aux États-Unis aussi, dans le monde francophone, dans les Amériques, c'est pas Elsevier, c'est rattaché à l'Institut d'histoire de l'Amérique française et c'est le genre de petits joueurs pour lesquels les droits d'auteur sont importants. C'est ce qui permet de financer la revue avec évidemment les subventions gouvernementales pour aider l'édition scientifique. Et ça, c'est vraiment un enjeu parce que la RHAF n'est pas Nature. C'est pas du tout la même chose, c'est pas Science. Et il ne faut pas mélanger les deux. Et je pense que présentement, dans le débat où on s'en tient à deux grands pôles opposés, c'est toujours le danger qu'il faut... Oui, l'intérêt du open access est important pour, si on veut, réduire les coûts par rapport à un oligopole de l'édition scientifique. Mais il faudrait être prudent de ne pas nuire à des revues qui, elles, sont associées plutôt à des sociétés savantes et qui n'ont pas des grands éditeurs derrière elles. J'aurais une autre question concernant les archives personnelles. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui à la population américaine francophone pour accéder justement aux archives personnelles et familiales? Donc, l'accès aux archives personnelles et familiales dans le monde francophone, est-ce qu'on parle de dépôt ou d'accéder à ceux qui sont déjà déposés en archives? D'accéder à ceux qui sont déjà déposés. Si c'est les archives qui sont déposées, que ce soit à Bibliothèque Archives nationales du Québec ou à Bibliothèque Archives du Canada, en fait, il y a des outils d'accès en ligne. Et dans le cas de Bibliothèque Archives nationales du Québec, c'est Pistar. Donc, on va sur le site de bnq.qc.ca. Et on peut faire de la recherche dans les parties qui ont été ouvertes au public de ces fonds d'archives-là. Dans certains cas, il y a des restrictions de consultation pour les documents plus récents. Mais par exemple, pour la famille Gérin-Lajoie, on a accès à des photos de famille. Et donc, ça permet d'avoir accès à certaines archives, des archives privées. Donc, toutes les archives privées commencent par la lettre P dans le système de BNQ. Il y en a aussi qui sont déposées dans des sociétés d'histoire régionales ou locales, donc à la Société d'histoire de Sherbrooke. Il y a plusieurs fonds familiaux qui sont déposés et pour lesquels, encore une fois, normalement, ce sont les photos auxquelles les gens veulent avoir accès. Et donc, c'est ça qui est numérisé et mis de l'avant au départ. La consultation des documents, elle, se fait encore généralement sur place parce que on commence par numériser les documents plus anciens qui sont plus fragiles, les archives judiciaires pour le régime français, pour Montréal, qui ont été traités pour la juridiction royale de Montréal, pas encore pour le bailliage, mais pour la juridiction royale de Montréal, Conseil souverain de Québec. Donc, on a traité les documents très anciens et ça va prendre encore un certain temps avant que des archives privées, textuelles, soient accessibles au public. Ça, c'est encore un certain temps. Guillaume? Oui, merci pour votre parcours là, que vous avez aussi un peu à travers tout ça résumé. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est rare qu'on ait accès à des gens qui ont déjà des seniors des humanités numériques, pour le dire gentiment. C'est rare qu'on ait dans ces 20 ans de projets, de
de rapport aux outils. La question que je voulais vous poser, à travers votre expérience, c'est est-ce que tout ça pour vous, là je vois la modélisation, ça fait 20 et quelques années que vous faites de la modélisation, vous vous intéressez à ça, est-ce que ce travail pour vous, dans le fond, il est cumulatif ou avec parce que le problème de toute l'obsolescence des outils et des usages, est-ce que ça vous oblige à jeter par terre vos projets, puis dans le fond, repartir sur complètement de nouvelles bases? Et est-ce que vous avez un gain à chaque fois? C'est quoi, sur la longue durée, votre expérience là, de gestion des données, de reconfiguration de vos projets? Donc, si on regarde la question de réutilisation, justement, de données antérieures, que ce soit des données textuelles ou des données géométriques ou de données de modélisation 3D. Dans le cas des données textuelles, l'important, c'est de conserver la donnée dans une forme qui est indépendante des logiciels. Donc, on ne conserve pas une base de données dans Access, par exemple, à des fins de pérennité. On veut l'exporter en format texte, que ce soit des fichiers CSV, que ce soit des fichiers même SQL directement. Il faut qu'on ait un format qui soit lisible indépendamment du logiciel ou de la machine. Donc, on va aussi viser idéalement que ce soit en UTF-8 pour que les accents soient lus correctement par les machines actuelles. Donc, ça, c'est l'enjeu pour donc, on cherche un format standard qui se transporte. Parce que le problème, le plus souvent, c'est avec les logiciels. Donc, quand on a quelque chose, par exemple, les cartes perforées, les données de Jean-Claude de Paul-André étaient sur des cartes perforées des années 70. Leur traitement du recensement de Jacques Vigier de 1825, c'était sur cartes perforées. Donc, il a fallu, à un moment donné, est-ce que l'ordinateur allait être fermé, exporter ça sous une autre forme pour pouvoir l'importer dans un nouveau logiciel. Et c'est là où il faut être conscient de ce qui s'en vient en termes de technologie. Et bon, maintenant, là, il avait exporté vers FileMaker, mais il faudrait encore le réexporter pour l'avoir sur un format qui soit purement textuel. Du point de vue de la géomatique, le standard, Esri est la plus grande entreprise en géomatique dans le monde et leur format de géométrie, le shapefile, est un standard que tout le monde accepte. Et donc, on va généralement exporter les fichiers géométriques en shapefile. C'est la modélisation 3D qui pose problème parce que là, la technologie a énormément changé et les modèles sont peu transposables d'un système à l'autre. Et dans bien des cas, il faut écrire. Il y a maintenant des outils qui existent pour importer, justement faire le pont, parce que c'était un problème. Des logiciels qui étaient très importants au milieu des années 90, comme Architrion, n'existent plus. Il fallait trouver des manières de traiter ces fichiers-là, parce que l'avantage, au moins, c'est que la plupart de ces fichiers-là étaient dans un format texte qu'on pouvait lire, mais il fallait interpréter les différentes valeurs pour les reconfigurer, pour pouvoir les intégrer dans un nouveau logiciel. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, la modélisation 3D qu'on avait vue au tout début de Montréal au 17e siècle, elle est encore sur un Silicon Graphics IRIX, donc une machine qui date de 1995. Et le fichier, c'est un fichier texte, un logiciel qui s'appelait Polytrim, qui a été créé au Center for Landscape Research, un logiciel qui n'a jamais été commercialisé. On a à peu près 5 personnes au Canada qui peuvent s'en servir. Et donc là, je suis en train de voir, peut-être pour le 375e de Montréal, une manière, parce que le fichier, c'est du texte. Donc, on peut le lire, on peut l'importer dans autre chose et donc le mettre en OpenGL ou en Collada dans un format qu'on pourrait utiliser dans le logiciel actuel. Mais c'est toujours ça, c'est de prendre une donnée qui est la plus simple possible et l'adapter aux interfaces. Mais les interfaces sont toujours à construire constamment. Le site sur le marronnage, on en est, depuis 5 ans, on est rendu déjà à la 4e version. Donc, il y a toujours des nouvelles manières qu'on peut utiliser pour présenter les données. Vous avez parlé de l'importance de pouvoir paramétrer un logiciel, les outils, maîtriser les outils en tant qu'objet. Mais est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas aller plus loin, puis maîtriser la conception de l'outil? Et je fais le lien avec ce qui a été évoqué. On parle d'open access, on parle d'open source du côté des logiciels. Oui. En fait, moi, je suis en Linux. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important de comprendre le logiciel que j'utilise.
Mais la première étape, c'est vraiment d'aller au-delà. Donc, au lieu de simplement mettre du gras pour mettre des titres, des sous-titres dans un document Word, ou même préférablement OpenOffice, idéalement, on devrait se servir des feuilles de style. Parce qu'après ça, on peut générer notre table des matières automatiquement. Et ça, le nombre d'étudiants qui ne sont pas encore en mesure de faire ça, c'est toujours étonnant. Donc, déjà commencer, c'est déjà une première étape d'appropriation des logiciels. Ensuite, évidemment, c'est d'aller plus loin et de comprendre comment ça fonctionne. Et des fois même de juste jouer et de créer sa propre petite application. Le premier logiciel que j'ai écrit, c'était pour, puis on l'avait fait à 2, c'était pour obtenir la date entre 2 journées. On voulait avoir la date, la journée exactement. On avait 2 journées, pour une période. On voulait savoir quelle était la date exactement entre les deux à des fins de gestion, de dire entre cette date-là et ces dates-là, voici la date qui est entre les deux. Ça nous avait pris 2 jours et demi pour le faire. On envoie ça à notre ami à Toronto, puis une option, vous auriez pu le faire comme ça aurait été plus rapide. Mais il ne faut pas se décourager parce qu'il y a lui, c'est quelqu'un qui est, son premier contrat de programmation avait 12 ans, puis il avait écrit un logiciel de gestion d'inventaire pour une compagnie. Donc, lui, c'était un vrai programmeur. Mais il faut quand même juste faire de petits outils comme ça pour voir. Par exemple, j'avais fait un exercice avec des étudiants d'extraire les textes des discours du trône des premiers ministres du Québec depuis 1867. Donc, justement, se connecter à une page web, télécharger le fichier, enlever les balises HTML, et puis ensuite prendre ce fichier-là et faire une fréquence de mots. Donc, c'était un exercice assez simple. On suivait le Programming Historian, donc on suivait toutes les étapes, et ça permettait de comprendre, voici comment ça marche, voici une boucle, voici une structure conditionnelle, et ce petit genre quand on veut aller plus loin, c'est comme ça qu'on peut, encore une fois, s'approprier les outils. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont créer des applications complètes, mais le fait de comprendre comment ça marche, c'est d'être moins à la merci des grandes entreprises, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, que ce soit Google, Facebook et toutes les autres entreprises de ce monde. On devrait avoir l'autonomie d'utiliser le logiciel comme on le veut. Et c'est là où le logiciel libre est un outil intéressant. On peut collaborer avec des gens pour créer de nouveaux outils. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui, mais j'aime surtout l'aspect politique, dans le fond. Oui, absolument. Et pour moi, c'est la plus importante, Oui. parce que c'est la maîtrise de nos outils de production intellectuelle. Parce que si on laisse Elsevier ou autres contrôler la production intellectuelle des données jusqu'à la publication, en passant par tous les processus d'édition, on risque de perdre un peu le contrôle sur notre capacité à produire la nation. La liberté académique, c'est pas seulement au sein de l'université. Cette liberté académique, elle doit aussi être par rapport à tout justement le processus de production intellectuelle. Et oui, c'est un statement politique de recourir au logiciel libre, de s'impliquer dans le logiciel libre. Parfois, évidemment, le désavantage du logiciel libre, c'est que évidemment, les interfaces ne sont pas aussi bien léchées. Évidemment, si on utilise GIMP plutôt que Photoshop, donc j'avais fait pour le traitement de l'image. Dans un de mes cours, on avait utilisé GIMP pour justement redresser les images, les recadrer. Et donc, ils avaient passé des heures à apprendre à maîtriser ça, puis toutes les étapes à travers les menus. Et après, on leur fait une démonstration avec Photoshop, puis c'est une opération. et c'est ça qu'il faut convaincre les gens que c'est un statement politique. Je choisis de faire des étapes additionnelles et de ne pas profiter de la facilité que les entreprises nous offrent, parce que c'est tellement plus facile d'utiliser une plateforme qui existe déjà et de dire non, je vais soit la concevoir moi-même ou collaborer à une plateforme qui est moins parfaite, mais qui va mieux répondre à mes besoins en tant qu'universitaire. Quelque chose qui s'était produit en histoire qui était assez intéressant et qui reflète un peu la difficulté de tout ça, c'est que pendant les années 90, moi j'avais utilisé DBase fin des années 80. Après ça, j'avais utilisé Paradox. Je n'aime pas assez Microsoft pour utiliser Access ou Excel. Mais le débat, c'était est-ce qu'on devrait utiliser les bases de données commerciales ou une base de données qui avait été créée par Manfred Thaler, un historien allemand, et qui était faite pour les historiens. Elle était vraiment conçue parce qu'à l'époque, au début, dans les bases de données commerciales, on ne pouvait pas rentrer une date avant 1974 dans bien des cas.
ou même, mais selon les logiciels, c'est 70, 74, c'était toujours le début des années 70. Et donc, lui, il avait conçu une base de données où on avait la liberté totale. Mais c'était tellement compliqué à utiliser que les gens préféraient avoir l'interface plus simple de DBase ou éventuellement d'Access ou de FileMaker pour créer leur base de données. Donc, on est toujours confronté à ce dilemme-là de vouloir être efficace dans notre travail, donc d'utiliser l'outil le plus convivial, versus se lancer dans une démarche qui va requérir plus de temps, qui n'est pas reconnue dans tout ce qu'on fait pour les promotions et tout le reste, mais qui va être plus valorisante pour la discipline et pour la science, parce qu'on va aussi perfectionner l'outil, collaborer à l'amélioration de l'outil aussi. C'est toute la question de la compétence à la fois du chercheur, mais qu'on doit voir aussi du côté de l'utilisateur. Je voyais Adhémar tout à l'heure et je me disais, il faut que l'utilisateur soit capable d'avoir la compétence récursive, de revenir sur l'outil et de dire, est-ce qu'au moment où l'outil a été fait, toutes les sources disponibles ont été recensées? Est-ce qu'il y en a de nouvelles depuis? Et donc, être capable de remettre en question la valeur de ce qui nous est proposé. Et là, c'est une compétence, c'est cette digital literacy qui vient envahir tout le secteur de l'utilisation, en dehors même du travail de base de l'historien. Oui, parce que dans un outil comme celui-là, évidemment, on pourrait le rendre encore plus convivial où on aurait seulement à cliquer sur la carte puis on aurait le dossier. Les dossiers, à l'époque, évidemment, la compétence d'évaluer la qualité des dossiers. Je suis allé récemment, justement, avec une de mes étudiantes pour consulter des dossiers et puis je me surprenais moi-même de tout ce qu'on avait ramassé à l'époque, là, quand on était au CCA, parce qu'on s'intéressait au travail des forgerons et donc on cherchait l'environnement physique, l'environnement matériel dans lequel les forgerons travaillaient. Et donc, on était tombé sur un inventaire après décès d'un forgeron mort assez jeune et que sa veuve fait faire un inventaire et on a la liste de tous les outils. Et après, elle loue la boutique de forge à d'autres forgerons qui, eux, ne possèdent pas de forgeron propre. Et là, on a justement des indications concernant la valeur de location d'une forge. Et on tombe sur un autre bail de forge ailleurs où quelqu'un loue une maison, ben en fait, c'est pas loin d'une cabane, mais appelons-la maison, dans laquelle il peut installer une forge. Donc, on voit qu'installer une forge au 17e siècle à Montréal, ça s'installe un peu partout. Et qu'il a le droit de mettre un tuyau au-dessus de la forge et de la rendre dans le foyer pour évidemment évacuer la fumée qui va être créée par le travail de forge. Mais on n'a pas besoin des installations avec une grosse hotte qui va directement dehors. On met un tuyau, ça entre dans le foyer et c'est réglé. Et donc ça témoigne un peu de l'exhaustivité qu'on visait à l'époque. On était quand même dans un mood d'histoire totale, si on veut, inspiré par l'École des Annales. On était tous des étudiants de Louise Dechaine, donc on baignait tous dans cet environnement-là. De rassembler le maximum d'informations et de la synthétiser lot par lot, bâtiment par bâtiment, pour essayer de rendre compte de cette complexité-là.